Le règlement concernant l'intelligence artificielle 2024-1689, comme disent les spécialistes, un texte important, un texte très long, un texte dont le titre ne correspond pas exactement au contenu. En effet, le règlement pour l'intelligence artificielle ne définit jamais l'intelligence artificielle. Ce règlement est important, il crée une base harmonieuse pour l'ensemble de l'Europe, où la confiance est la clé, la confiance pour que les humains puissent utiliser les intelligences artificielles. Le monde de demain n'est pas les intelligences artificielles ou les robots physiques ou robots logiques contre les humains ou les humains contre les intelligences artificielles. Le monde de demain, c'est les humains augmentés. Et en conséquence, l'intelligence artificielle révolutionne l'ensemble de l'organisation de toutes les civilisations sur cette planète. Je dis bien sur cette planète, regardez. L'enjeu, c'est la colonisation de la planète. Le 30 novembre 2022, en moins d'une semaine, on va atteindre le seuil mythique d'1 million d'utilisateurs avec ChatGPT. Aujourd'hui, c'est 500 à 800 millions par semaine. Pourquoi? Comment? Tout simplement parce qu'on est face à une technologie ouverte, en open source, une technologie en mode vocal, une technologie qui s'applique à l'ensemble des démarches intellectuelles d'un individu. Le défi, c'est quelle régulation? Et l'Europe a décidé de mettre en place une régulation horizontale. Il y avait déjà une centaine de lois spécifiques pour les robots industriels, les voitures, les navires, les drones. Des réglementations verticales. L'Europe a décidé de mettre en place la première réglementation horizontale, où toutes ces lois vont être articulées avec des principes communs. La tendance, c'est la situation irréversible de l'intelligence artificielle générative. Et si on veut un tout petit peu se projeter, il y a maintenant un nouveau monde avec l'intelligence artificielle générative qui évoluera de plus en plus pour devenir un outil vers une machine-outil et demain un compagnon ou une compagne virtuelle ou réelle lorsque, incarné dans un robot, on trouvera ces robots humanoïdes dans les entreprises, les hôpitaux et bien évidemment les domiciles. Je vous propose d'arpenter cette réglementation. J'ai indiqué importante, il y a 113 articles, 13 annexes, 180 considérants, 68 définitions. Face à cet ensemble, il est important d'essayer de mettre en place quelques zooms afin d'avoir une démarche de compréhension face à un élément technique et juridique. Il faut bien convenir de cela. C'est une des critiques qu'on a fait à cette réglementation. Elle est complexe. Mais on va la simplifier. Comment va-t-on la simplifier? Je vous propose d'abord de faire un zoom sur le cadre technique. De quoi on parle lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle? Ensuite, de faire un zoom sur le cadre juridique et voir comment cela s'organise. Faire quelques zooms sur tel ou tel thème. Et enfin, on verra la régulation finale. En introduction, j'ai souligné que le règlement concernant l'intelligence artificielle ne définissait pas en tant que tel l'intelligence artificielle. Nous devons en conséquence, dans cette première partie, le cadre technique, regarder comment la technique et le droit vont s'articuler, vont se conjuguer au temps présent. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? De très nombreuses définitions. Mais je vous en propose une. On va appeler intelligence artificielle une conjugaison, une combinaison entre des algorithmes et des données. Permettez-moi une analogie. La chanson. La chanson, c'est une combinaison, c'est une conjugaison entre un texte et une musique.
La chanson ne se réduit pas au texte, ni à la musique. Elle est consubstantielle aux deux éléments, et cela permet d'obtenir un troisième élément. Eh bien, là encore, c'est de cette façon-là qu'on peut saisir l'intelligence artificielle. Des données, et puis des algorithmes. Dans la terminologie, on va trouver intelligence artificielle générative, on va trouver aussi machine learning, réseaux neuronaux. Toutes ces technologies, on peut les regrouper en deux grandes catégories. Les catégories d'intelligence artificielle symbolique, la première grande utilisation d'intelligence artificielle, avec des et ou des ou, c'est-à-dire que l'on a des règles, un moteur de règles, on a des données, et on va obtenir un résultat. Exemple, si le client est commerçant, et si le fournisseur est commerçant, et si la clause attributive de compétence est en gras, alors la clause est valide. Si elle n'est pas en gras, ou si elle n'est pas en majuscule, ou si elle n'est pas apparente, la clause ne le sera pas. Vous voyez que dans cette intelligence artificielle organisée sous forme de moteur de règles, lorsque un des éléments de la règle est modifié, eh bien, la règle se trouve bloquée. L'intelligence artificielle symbolique est bien évidemment une des technologies qui entre dans le RIA. Mais la grande révolution, c'est l'intelligence artificielle statistique, celle de l'utilisation des réseaux neuronaux ou du machine learning ou du deep learning. Et dans ce cadre, le mécanisme est totalement différent. On a des résultats, on a bien évidemment un réseau neuronal, on a des exemples, et le système apprend de ces exemples pour pouvoir effectivement en déduire d'autres solutions, des solutions dont il n'avait pas forcément en réserve de connaissances lors de la phase d'apprentissage tel ou tel élément. C'est l'intelligence artificielle statistique, et dans l'intelligence artificielle statistique, l'intelligence artificielle générative, celle dont tout le monde parle, ChatGPT, DeepSeek, Mistral ou Gemini de Google. Cette réglementation, donc, s'applique à toutes ces formes d'intelligence artificielle. Le cadre juridique. Le cadre juridique, il va organiser la façon dont on va utiliser la partie intelligence artificielle. Un point à souligner, d'entrée. C'est une réglementation produit et non pas une réglementation principe. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle de manière importante, pas quasi systématiquement, mais de manière importante, au moment de la mise sur le marché, la première mise sur le marché. En conséquence, il faudra bien avoir en mémoire que toute l'organisation du marché, tout le système de distribution, tout le système d'utilisation sera soumis à cette réglementation en tant que telle. Pour la partie conception et la partie test ou la partie apprentissage, la réglementation est plus légère. Comment s'organise cette réglementation? Organisée autour du produit d'intelligence artificielle et des services associés. On a 5 grandes catégories dans ce cadre juridique. Les systèmes d'intelligence artificielle interdits, les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, les systèmes d'intelligence artificielle à risque modéré, les grands modèles de langage, c'est-à-dire les modèles d'intelligence artificielle à usage général, et enfin, tous les autres systèmes d'intelligence artificielle qui se trouvent être exclus. J'ai utilisé le terme de système d'intelligence artificielle et non pas celui de technologie d'intelligence artificielle. Vous aviez compris que les technologies, elles sont hors du champ de la réglementation, elles entrent dans la réglementation lorsqu'elles sont en capacité d'être utilisées, et l'utilisation, c'est un système d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'un système d'intelligence artificielle à ce moment-là? Eh bien, c'est un logiciel, c'est-à-dire un ensemble
de composantes qui vont permettre d'atteindre des résultats avec une définition d'objectifs. Mais le critère majeur d'un système d'intelligence artificielle, c'est l'autonomie et la potentialité, mais c'est un critère mineur d'apprentissage. Le critère déterminant, c'est l'autonomie. Et ainsi, plaçons la première grande règle qui va faire la différence entre l'informatique et l'intelligence artificielle. Tous les systèmes d'intelligence artificielle sont des systèmes informatiques, sont des systèmes d'information. Tous les systèmes d'information ne sont pas des systèmes d'intelligence artificielle. La clé pour distinguer ce qui relève du système informatique, on pourrait dire banalisé, du système d'intelligence artificielle, du règlement, c'est l'autonomie. La capacité de ces systèmes à évoluer indépendamment de la volonté de leurs concepteurs. Et donc, le grand principe du RIA, c'est d'arriver à confiner cette autonomie pour pouvoir créer de la confiance. Confiance qui va s'articuler autour de 6 grandes valeurs avec la maîtrise des risques associés compte tenu de l'organisation des SIA que je vous ai présentées. Quelles sont ces valeurs? Elles sont au nombre de 6. 3 valeurs historiques lors de la première version, et puis on a ajouté lors du déploiement de ChatGPT 3 autres valeurs au service de l'humain. On place l'humain au centre de la problématique. Première valeur, la protection de la santé. Deuxième valeur, la protection de la sécurité. Troisième valeur, l'environnement. L'environnement a été introduit dans la seconde phase. Il est cité, mais il n'y a pas d'article particulier. 3 valeurs complémentaires, cette fois-ci non pas techniques comme les premières, mais juridiques. La défense des droits fondamentaux, l'état de droit et la démocratie. Ces 6 valeurs doivent être effectivement gérées par les fournisseurs et les déployeurs pour que l'on puisse mettre en place une intelligence artificielle de confiance au sein de l'Union européenne. Une remarque. J'ai utilisé le terme de déployeur. C'est un terme pas habituel. On avait les fournisseurs et puis les utilisateurs finaux. Le déployeur, en fait, c'est un utilisateur final. C'est un organisme privé et public qui décide d'utiliser les systèmes d'intelligence artificielle. Et dans le cas de cette utilisation, on l'appelle déployeur. On a d'autres acteurs que nous pourrons effectivement plus tard analyser, que sont les importateurs, les exportateurs, les distributeurs, les intégrateurs. Une réglementation plus ou moins applicable à tel ou tel opérateur. Mais la réglementation, elle est centrée sur les fournisseurs, qui ont les obligations principales, et les déployeurs, qui doivent faire extrêmement attention lors de l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle lorsqu'ils les déploient au sein de leurs organismes. Après avoir présenté le cadre technique, associé au cadre juridique, je vous propose d'examiner chacune des grandes catégories autour de l'intelligence artificielle et le droit dans le cadre de la réglementation européenne. Première catégorie, les pratiques interdites. Il y avait 6 valeurs. Les valeurs de santé, sécurité, environnement et droits fondamentaux, état de droit et démocratie. Ces valeurs doivent être protégées et on considère que dans une certaine mesure, pour certaines technologies, afin de protéger ces valeurs, les risques sont insupportables dans l'Union européenne. Et donc, les pratiques qui mettent en œuvre des technologies d'intelligence artificielle portant atteinte au-delà du raisonnable, ces pratiques doivent être, en tant que telles, interdites. Elles sont définies à l'article 5. Je ne vais pas toutes les traiter, mais je voudrais simplement vous donner quelques éléments de réflexion. La première, la plus importante peut-être, celle de l'article 5.1a. Les intelligences artificielles, lorsqu'elles sont mises en œuvre,
ne doivent pas porter atteinte aux individus et notamment ne doivent pas opérer par des techniques subliminales en dessous du seuil de conscience. Mais que veut dire le seuil de conscience? Il y a un grand débat, déjà autour de l'intelligence artificielle générative, demain l'intelligence artificielle générale, et aujourd'hui la question de la conscience des IA. Question de définition. On aura l'occasion d'y revenir sur intelligence artificielle et conscience. Mais s'il y a une pratique interdite, qui est de travailler en dessous du seuil de conscience des individus, alors ça veut dire peut-être que, un, on devrait être capable de définir la conscience, et deux, de la mesurer. De manière beaucoup plus habituelle, les pratiques interdites sont l'exploitation des vulnérabilités, la note sociale, l'utilisation dans un cadre de biométrie. Je vous avais dit que je voudrais faire 2 zooms complémentaires, au-delà de la longue liste des pratiques interdites. Le deuxième zoom, je voudrais le faire sur le thème « Est interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter les émotions ». Cette interdiction vaut dans 2 cas de figure. Premièrement, en milieu professionnel. Deuxièmement, dans les établissements d'enseignement. Troisième zoom dans cette longue liste des pratiques interdites. Est interdit la possibilité de détecter en temps réel, dans des espaces ouverts au public, un individu. Cette interdiction, comme la seconde, il y a des tempéraments bien sûr, mais elle montre bien que l'idée est que l'intelligence artificielle ne doit pas déboucher dans son usage vers un système généralisé de la surveillance. Si j'ai pris ces 3 thèmes par rapport à la longue liste des pratiques interdites, c'est tout simplement, vous avez compris, la première, la conscience, avec l'idée que les gens se trouvent inconsciemment prisonniers par l'IA. La seconde, avec la détection des émotions, où c'est toute leur ipséité qui se trouve enfermée dans un cadre juridique de protection. Et enfin, bien évidemment, la possibilité d'être repéré en extérieur, dans un cadre ouvert au public. Et dans ces cas-là, on passe d'une société de confiance à une société d'hypersurveillance. La prison algorithmique est ici un risque très important. C'est la raison pour laquelle on a cet article 5 des pratiques interdites. La seconde catégorie, c'est les systèmes à haut risque. Les systèmes à haut risque sont de 2 catégories. Soit effectivement ils appartiennent à une technologie très particulière mettant en œuvre des systèmes de sécurité, soit, on pourra le détailler, soit ils constituent des hauts risques parce qu'ils sont mis en œuvre dans des secteurs pour lesquels les risques sont importants. Exemple en matière de banque, en matière d'assurance ou en matière d'emploi. L'organisation se fait de la manière suivante, 2 annexes, une annexe 1 où on trouve les secteurs et puis une annexe 3 où on trouve les métiers. Dans l'annexe 1, on trouve les secteurs, on a 2 catégories de secteurs. Les secteurs qui sont directement sous le joug, sous la régulation du RIA, au risque, on va trouver les jouets par exemple, les ascenseurs ou les dispositifs médicaux. Et puis section A, dans l'annexe 1. Et puis on a une deuxième catégorie de secteurs, la section B, on va trouver par exemple l'automobile, mais ce secteur B n'est pris en compte que par référence. Tous ces secteurs sont non applicables au niveau de RIA. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà des réglementations particulières. Vous vous rappelez le droit des drones, le droit des voitures autonomes, le droit des navires intelligents. Et dans ce cadre, on souhaite que la Commission puisse articuler cette réglementation d'intelligence artificielle sectorielle qui avait déjà parfois été prise en compte avec la position, bien évidemment, du RIA, qui est une position horizontale.
Et puis, il y a la deuxième partie qui est les systèmes à haut risque qui sont en rapport avec des métiers. On va retrouver là, comme je vous l'avais indiqué, notamment l'emploi, la démocratie, la justice ou les activités financières. Qu'est-ce qu'un système à haut risque ? Un système à haut risque est un système que on va considérer comme pouvant être utilisé. Ici, c'est coût-avantage. Les avantages sont importants pour tous ces systèmes d'intelligence artificielle, mais les risques associés tout aussi importants, et l'on va donc mettre en place une réglementation, un management des risques, une organisation de suivi de ces risques, de telle manière à pouvoir les mettre en œuvre dans un cadre qui reste acceptable au regard des avantages et des inconvénients. Dans l'ensemble de la réglementation qui s'applique au système à haut risque, je voudrais souligner un article particulier, l'article 14. C'est un enjeu mondial, c'est un enjeu de civilisation. Il est indiqué dans cet article, pour les systèmes à haut risque, que dans tous les cas de figure, je dis bien tous les cas de figure, la décision doit appartenir à un humain. L'idée, c'est que l'IA est au service des humains et que dans tous les cas de figure, on doit toujours avoir, y compris dans des situations très graves, un humain en prise de décision. Ce sera la seule critique que j'émettrai à propos de ce texte. Ce n'est loin d'être évident. Faut-il toujours donner aux humains la capacité de décision en situation extrême ? Pour les systèmes à risque, je vous avais indiqué qu'il y avait une combinatoire à faire avec certains secteurs et d'autres secteurs, notamment le secteur de l'automobile. Permettez-moi de prendre cet exemple-là. Il existe une convention internationale qui s'applique au Japon, aux États-Unis, en France, bien évidemment en Angleterre ou en Allemagne, à propos des voitures autonomes de niveau 3, c'est-à-dire, pour faire simple, les voitures autonomes qui se trouvent sur autoroute. Eh bien, la règle n'est pas celle-ci. Lorsque la voiture, en position d'autonomie, grâce à son intelligence artificielle, va entrer en phase de transition, il est précisé une réglementation qui articule un dialogue entre les humains et la machine, comme on dit. Et si la machine, c'est-à-dire l'intelligence artificielle incrustée dans la voiture, décide que l'humain n'est pas en mesure de prendre une décision et donc le volant au-delà de la phase de transition, alors le système se met en procédure de sécurité, sécurité vis-à-vis des personnes intérieures, sécurité vis-à-vis des personnes extérieures, mais ne redonne pas la main. Il n'y a pas de bouton rouge. L'enjeu de civilisation, c'est faut-il toujours mettre un bouton rouge de telle manière à ce que l'humain décide au-delà de ce que peut décider la machine. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne décision, mais cela est peut-être une autre question. Système interdit, système à haut risque, système à risque raisonnable. C'est le cas le plus général. Cela concerne notamment les intelligences artificielles génératives de type ChatGPT, c'est-à-dire utilisation dans un cadre normal, habituel, à la fois en milieu professionnel, en milieu d'enseignement ou en milieu personnel. C'est ce qu'on appelle les systèmes à risque raisonnable, que l'on appelle encore systèmes transparents. L'idée générale, c'est d'utiliser des systèmes d'IA en concertation avec les humains. Que veut dire en concertation avec les humains ? Tout simplement que les humains sont au courant, qu'ils sont en face d'une intelligence artificielle. Rappelez-vous, dans cet article merveilleux dans Mind, Alan Turing pose la question, est-ce que les machines pensent, et définit un texte qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing et qu'on utilise banalement, qui est que une machine ou un humain est équivalent si et seulement si l'humain ne voit pas qu'il est en face d'une machine.
c'est pour éviter cette situation-là. Il est imposé aux fabricants de fournir les éléments permettant aux déployeurs d'indiquer aux utilisateurs finaux. Il est important d'indiquer qu'on est en face d'une IA. Il est important d'indiquer que telle production, image, son, texte, a été produite par une image. C'est cette notion de transparence. Et puis, au milieu du gué, lors de la phase de négociation entre le Parlement et la Commission, on a introduit les grands modèles de langage. 30 novembre 2022, la version ChatGPT est généralisée sur la planète. Le projet de la Commission est modifié et on intègre les grands modèles de langage, l'intelligence artificielle générative, sous le terme de modèle d'IA à usage général. Ce sont ces grands systèmes qui permettent effectivement de doter les intelligences artificielles d'une véritable forme de pensée primitive. J'utilise le terme primitif, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, les IA, dans la majeure partie des cas, sont équivalentes, voire supérieures aux humains. Ces modèles ont une réglementation particulière, et notamment lorsqu'ils sont en face de risques systémiques. Dernier élément, les systèmes exclus, pour faire simple, et sont exclus ce qui relève de la sécurité du militaire, parce que c'est hors application de l'Union européenne, ou l'utilisation de petits systèmes à titre personnel, ou encore certaines parties concernant la phase de conception. Après le cadre technique, conjugué au cadre juridique, une vision très brève, partielle, pas dit partiale, mais partielle des différents systèmes d'intelligence artificielle, sauf pour l'article 14. Vous avez vu que j'avais quand même une position un peu différente sur cet article 14. Faut-il ou non un bouton rouge? Qui doit décider en dernier ressort? Alors, en attendant, comment se fait la régulation? Elle est organisée de la manière suivante. Au centre, la Commission. Et notamment pour les grands modèles de langage. Les modèles d'intelligence artificielle d'usage général. DeepSeek, Gemini, ChatGPT, Claude 3. La Commission est compétente pour ces grands modèles. Pour les autres systèmes, dans chacun des pays de l'Union européenne, on a un organisme de régulation. Non, attention, ce n'est pas un organisme de régulation comme la CNIL. C'est un organisme de surveillance. Je vous avais dit, rappelez-vous, qu'on était en présence d'une réglementation produit. Eh bien, ce n'est pas la CNIL qui est l'organisme en charge dans chacun des pays, les CNIL, avec la Commission. Pour la France, on a choisi la DGCCRF, c'est-à-dire l'organisation qui gère la réglementation des produits. On est beaucoup plus proche du contrôle des restaurants que, bien évidemment, des droits fondamentaux de type protection des données personnelles. Dans chacun des pays, une autorité de surveillance et, bien évidemment, un mécanisme de sanction. Mécanisme de sanction qui est beaucoup plus élevé que celui retenu pour le règlement général pour la protection des données personnelles. En conclusion, c'est une première étape. Cette réglementation va être précisée par de très nombreux textes d'application. On en a déjà un ou deux sur les définitions. La Commission a défini ce qu'elle entendait de manière plus précisément pour tel ou tel terme. Mais en tout état de cause, le règlement sur l'intelligence artificielle va devenir un processeur d'universalité par importation. Rappelez-vous, je l'avais dit il y a bien longtemps pour la réglementation sur les données personnelles, c'était un processeur d'universalité. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait exporter des données vers des pays tiers que si et seulement ces pays tiers avaient des réglementations équivalentes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
plus d'une centaine de pays ont des réglementations qui gèrent les données à caractère personnel. Eh bien, il me semble que l'on va avoir la même réglementation mondiale par effet de diffusion, de dissipation, mais non pas à l'exportation, mais à l'importation. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, la réglementation s'applique en Europe à des systèmes européens qui ont été conçus et utilisés en Europe. Oui, mais lorsque le système d'intelligence artificielle a été conçu et réalisé à l'extérieur de l'Union européenne, et que les résultats conçus et réalisés à l'extérieur de l'Union européenne vont être importés dans l'Union européenne, alors ces résultats seront soumis à la réglementation comme s'ils avaient été conçus et déployés en Europe. Ainsi donc, la plupart des pays étrangers à l'Union européenne, s'ils veulent exporter vers l'Union européenne, devront respecter ces grandes règles et on peut anticiper que l'ensemble de la planète va mettre en place un même niveau d'éthique et de droit pour avoir des intelligences artificielles symboliques ou génératives au service de l'humain. On peut croire dans cet espoir.